Bonjour. Good afternoon. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous allons bientôt commencer cette deuxième session. Je m'appelle Guillermo de los Reyes. Et la Université de Houston. I'm sorry I don't speak French. I'll speak in English. Je ne parle pas anglais malheureusement, français malheureusement, donc je vais parler en anglais. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un honneur de présider cette session avec 3 chercheurs qui vont nous parler aujourd'hui avant le tricentenaire des constitutions d'Anderson, de leurs travaux. Donc, comme vous le savez, ces constitutions ont eu un impact important sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Donc, nous allons d'abord entendre leur présentation et puis à la fin, nous aurons une séance de questions-réponses. Alors, tout d'abord, nous avons le professeur Andrew Prescott, professeur des humanités numériques à l'Université de Glasgow. Et comme vous le savez sans doute déjà, c'est un grand historien de la franc-maçonnerie. Et puis nous avons aussi Madame la professeure Suzanne Somers. Et ensemble, ils ont publié un texte sur les origines de la franc-maçonnerie qu'ils ont présenté à la dernière conférence ici à Paris. Et aujourd'hui, le docteur Prescott va nous parler de la genèse du livre des constitutions de 1723. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Merci Daniel et merci à Paul, Daniel, Pierre Mollier et tous les autres organisateurs de cette conférence. Merci de m'avoir donné l'occasion de démarrer le 300e anniversaire de la publication du livre des constitutions. Je souhaiterais également vous présenter mes excuses parce qu'à cause de la façon dont les Mac sont paramétrés et à cause du transfert vers PC qu'on a dû faire. Alors je voulais vous montrer certaines images qui finalement ne sont peut-être pas celles que je souhaitais vous montrer au départ. Donc nous nous adapterons et je suis désolée, nous avons eu ce problème technique. Alors l'année prochaine, 2023, marquera le 300e anniversaire de la publication de la première édition imprimée du livre des constitutions de la Grande Loge qui avait été établi à Londres en 1721. Et c'est un anniversaire dont l'importance va au-delà de la franc-maçonnerie. L'historienne Dame Linda Colley a écrit récemment que la publication des constitutions par les francs-maçons a en fait contribué à l'enthousiasme politique pour les constitutions écrites, et non seulement aux États-Unis et en France, mais également dans des plus petits pays comme la Corse ou les îles Pitcairn, donc à la fin du XVIIIe siècle et début XIXe siècle. Les constitutions de 1723 sont parmi les publications maçonniques les plus appréciées et son auteur, James Anderson, est bien connu, mais on parle peu du contexte dans lequel ces constitutions ont été imprimées. Le processus de compilation, de publication du livre des constitutions a fait polémique et a mené à l'une des premières controverses publiques autour de la Grande Loge. Donc, l'impulsion qui a mené à la publication du livre des constitutions n'est pas venue de la Grande Loge ni de ses officiers, mais plutôt de la part des éditeurs qui considéraient que le livre des constitutions leur appartenait. Et l'histoire de l'impression du livre des constitutions nous montre que la création de cette nouvelle Grande Loge a fait polémique et il y a eu plusieurs personnages qui se sont opposés donc au bagage, disons, social et politique de cette nouvelle Grande Loge. Le livre des constitutions a été présenté à la Grande Loge le 17 janvier 1723. Sa publication a été approuvée
Et le livre a donc été recommandé pour utilisation dans les loges. Une semaine plus tard, une publicité incendiaire intitulée À l'attention de la Société ancienne des francs-maçons a été imprimée dans la revue quotidienne, le Daily Journal. Et il a expliqué qu'un nouvel ensemble de constitutions et d'ordres très différents des documents de l'ancien était en train d'être publié. Et ensuite, donc, cette publicité a commencé à attaquer ces nouvelles constitutions et son auteur en disant que la longueur excessive de ces nouvelles constitutions et ordres, plus longues que 4 sermons ordinaires, démontre clairement qu'elles sont pensées pour mettre à mal notre société, simplement pour servir les intérêts d'un seul membre, l'auteur, dont la confiance est telle qu'il l'a fait imprimer avant de la faire approuver par la confrérie. Et c'est pour cela que nous espérons que la confrérie n'encouragera pas ce soi-disant innovateur. Ces nouvelles constitutions, selon la publicité, étaient une escroquerie et avaient été imposées. Et les constitutions existantes étaient déjà satisfaisantes et pouvaient être imprimées à un prix bien moindre. La publicité proposait que les anciennes constitutions seraient préparées, seraient corrigées, donc les erreurs des différents scribes des transcripteurs seraient corrigées et que ces anciennes versions seraient partagées et que le coût s'élèverait à 6 pence au lieu de 2 shillings 6 pence et sur un papier d'aussi bonne qualité. L'homme qui attaqua ce livre des constitutions d'Anderson, avant même qu'il paraisse, était James Roberts, un des plus grands éditeurs à Londres. Il publiait toutes sortes de livres, de fascicules, Henry Fielding, mais également des fascicules plus calomnieux, anticatholiques. Il était proche d'Edmund Curll, l'éditeur de livres pornographiques, dont Alexander Pope se moquait. En 1723, Roberts a attaqué les constitutions. Roberts a attaqué les constitutions de 1723, sans doute parce qu'il n'avait pas pu lui-même bénéficier de cette occasion, mais démontre également qu'il y avait polémique autour des origines de cette constitution. La loge associée à Saint-Paul, qui est censée s'être réunie à la taverne Goose and Gridiron, se voyait comme gardienne du métier parce qu'elle possédait des exemplaires extrêmement anciens, des anciens devoirs. Et lors d'un dîner en 1721, lorsque les loges maçonniques ont décidé de reconnaître l'autorité d'une nouvelle grande loge et que le duc de Montagu a été élu grand maître, George Payne a, à cette occasion, présenté le manuscrit Cook des anciens devoirs qui était bien plus ancien que celle de la loge Saint-Paul. Et donc, étant en possession de ce manuscrit bien plus ancien, Payne et sa loge ont pu remettre en question l'idée que la loge de Saint-Paul était gardienne de la maçonnerie originelle. Et puis, ce manuscrit de Cook était très différent des autres manuscrits des anciens devoirs. Il a donc fallu s'intéresser aux erreurs qui s'étaient insérées dans ces anciens devoirs. Il fallait voir quelles erreurs avaient été commises par les transcripteurs. Et c'est à James Anderson qu'on a confié cette tâche. Il travaillait déjà pour les éditeurs des nouvelles constitutions. Mais l'idée d'abandonner les anciens devoirs et de les remplacer par un nouveau texte était déjà assez polémique et donc a été l'une des raisons pour laquelle cette nouvelle Grande Loge a été résistée.
James Roberts était l'un des protagonistes qui résistait à cette compilation du nouveau livre des constitutions. Il souhaitait démontrer que les anciens devoirs pouvaient être conservés et il les a réimprimés dans l'une de ses revues, The Postman, en juillet et août 1722. Cette réimpression était censée mettre à mal ce projet, donc l'imposition des nouvelles constitutions. En septembre 1722, Roberts est allé plus loin encore en publiant une version des anciens devoirs dont il disait qu'elle provenait d'un manuscrit âgé de plus de 500 ans, et donc en disant que ce texte était comparable en importance au manuscrit de Cook. Et cette version contenait également des nouveaux articles qui, selon lui, avaient été promulgués en décembre 1663. Donc, encore une fois, il souhaitait remettre en question l'idée de révision des constitutions. Alors, cette publicité n'est pas pertinente. En fait, je souhaitais vous montrer une publicité de la Grande Loge en réponse à Roberts. Et ici, il s'agissait d'avertir le public, leur dire que cette publication de Roberts était fallacieuse, qu'elle ne contenait pas les vraies constitutions, mais qu'elles avaient été conçues pour duper le public. Et on demandait à la confrérie d'en prendre note. Alors, dans la chronologie que l'on voit dans le livre des constitutions nous montre que tout ce processus a pris un certain temps. Alors, ce n'est pas seulement dû au travail relativement lent d'Anderson, mais également le résultat des débats au sein de la Grande Loge. Alors, il est certain que le langage grandiloquent de la première approbation et le travail d'Anderson lui-même. Il déclare que le duc de Montagu a fait lire et corriger le manuscrit par plusieurs frères, a demandé son impression, mais qu'il n'était pas prêt pour l'impression à la fin du mandat du duc. Et il est possible que certaines parties aient été imprimées à l'été 1722. Et donc, c'est sans doute pour cela que Roberts a déclaré que le livre avait été imprimé sans la permission de la Grande Loge. Et ensuite, il y a eu plusieurs révisions, plusieurs additions, l'adjonction d'une chanson, d'autres informations également. Et puis, si bien qu'il a fallu également inclure, qu'il a fut demandé également l'approbation du grand maître Wharton et son adjoint des Aguliers. En février 1723, James Robert a imprimé une publicité concernant sa version des anciens devoirs, donc au prix promis de 6 pence. Et la semaine d'après, donc ça c'était en février 1723, on est allé trop loin dans la présentation. Si on pouvait revenir en arrière, excusez-moi. Non, ce n'est pas ça non plus. Je pense que celle que je vais vous montrer vous intéressera. Ah, nous voici. Alors, ça, c'est la semaine d'après. Donc, après la publicité de Robert. Ah, pardon. Donc, ce livre que vous allez voir. Alors, donc la semaine suivant cette publicité, il y a eu une nouvelle attaque contre la Grande Loge avec la publication d'un poème moqueur qui parodiait l'histoire des francs-maçons et accusait les loges de pratiquer la sodomie, la masturbation. Et donc, ce poème a été édité 3 fois en une seule semaine. Donc, il a été publié sous un faux nom d'éditeur, mais c'était sans doute James Roberts qui était très actif dans le monde de la littérature érotique et qui avait l'habitude d'utiliser des faux noms qui en étaient responsables. Et donc, cette publication a dû beaucoup troubler James Anderson car il avait déjà été la cible de 2 fascicules similaires en 1720.
Anderson n'est pas cité directement dans ce poème, mais le poème est dédié à l'un des surveillants de la société des francs-maçons qui est considéré comme étant, entre guillemets, un scribouillard mercenaire. Et c'était dans ce contexte que les libraires de Londres, John Senex et John Hook, ont donc fait la publicité du livre des Constitutions fin février 1723. Mais cela n'a fait qu'enflammer la polémique. Le 6 avril 1723, la Revue de Londres a dit que la société avait demandé que l'on poursuive très sévèrement un homme qui avait critiqué la gestion des Grandes Loges au cours de leur tenue. Et le mois suivant, Henry Pritchard a été jugé pour avoir agressé Abraham Barrett, qui avait insulté la société des francs-maçons de façon absolument scandaleuse et très indécente, notamment des membres de la fraternité qui avaient été cités de leur nom. Et donc, le jury l'a trouvé coupable. Mais les dommages se sont élevés à 20 shillings seulement. Et ensuite, la Grande Loge a fait une collecte afin que Pritchard ne ressorte pas perdant parce qu'il avait défendu la franc-maçonnerie. Et c'est sans doute pour cela que la Grande Loge a nommé un secrétaire et a commencé à préparer les comptes rendus de ces réunions en juin 1723. Et lors de cette réunion, la première vote a mis en question, en fait, le premier sujet à être mis au vote a été l'approbation des constitutions. Et donc, lors de la réunion, l'idée était de dire que les réglementations générales étaient conformes aux règles anciennes de la maçonnerie et qu'il faudrait passer la résolution suivante, qu'il fallait le consentement de la Grande Loge pour faire toute modification. Et en fait, cela a mené à penser que la Constitution avait auparavant été changée sans avoir suivi ce processus. Et donc, les tensions sont restées hautes et une grande partie de cette colère était dirigée vers des aguliers. Alors, je vais m'arrêter là pour les slides. Alors, le rôle d'Anderson était en partie la raison de la polémique autour de sa publication, mais pas seulement. Comment Anderson avait-il été recruté? Eh bien, Anderson prétendait qu'il s'agissait d'une commande personnelle de la part du duc de Montagu. Il disait qu'il avait également été nommé surveillant de la Grande Loge. Mais Anderson avait en fait falsifié des comptes rendus de la Grande Loge et en réalité n'avait sans doute jamais été surveillant. Il est probable qu'Anderson n'ait même pas été maçon au moment où on lui a demandé de réviser les constitutions. Alors, comment est-ce que Anderson a-t-il commencé à être impliqué dans ce projet? Eh bien, la réponse se trouve dans une publicité de février 1723, au même moment que les publicités sur le livre des Constitutions. L'un des éditeurs, John Hook, travaillait sur ou faisait la publicité des entretiens dans le royaume des morts, une traduction du dialogue des morts de David Fassman. Richard Ford et John Graves participaient à ce projet et ils travaillaient avec le même imprimeur que pour le livre des Constitutions, William Hunter. Les gravures ressemblent de très près au travail de John Pine, qui a fait le frontispice du livre des Constitutions. L'implication d'Anderson dans ce projet illustre sa connaissance et son ouverture aux idées des Lumières.
Richard Ford avait publié des sermons et d'autres travaux d'Anderson, et c'est Ford qui a permis à Anderson de travailler sur le projet du livre des Constitutions. Anderson modifie le texte originel de Fassmann. Il ajoute une mention de la Grande Loge des maçons. Il explique qu'elle ressemble à l'ordre des hospitaliers, par exemple. Et on voit là bien les méthodes de travail d'Anderson. Anderson comptait imprimer 38 des conversations de Fassmann, par mois. Et selon Anderson, ces conversations permettaient d'avoir une bonne vision de l'histoire, mais également du présent et même de l'avenir. Mais on voit que dans ce projet de traduction, les choses ont commencé à se complexifier pour Anderson. Il a traduit 3 conversations, mais le projet a finalement été abandonné. Selon Anderson, il était laborieux. Et donc, cette équipe qui a travaillé sur les entretiens dans le royaume de la mort a travaillé sur le livre des constitutions. Donc, Hooke, Anderson, Hunter comme imprimeur et peut-être Pine comme graveur. Hooke comme éditeur a été rejoint par John Senex, qui était connu pour ses cartes et ses globes. Senex publié de nombreux auteurs scientifiques, Hauksbee, Gravesand, Whiston, Newton. Et Senex travaillait de très près avec Desaguliers. Les billets pour assister aux conférences de Desaguliers étaient vendus à la boutique de Senex, et il a publié également le cours de philosophie expérimentale de Desaguliers. Le nom de Senex apparaît aussi sur la première page. Donc, il était partenaire principal. Et puis, sa contribution était sans doute financière. Il a permis au livre d'être imprimé pendant plus longtemps et à la production d'être plus qualitative. Et il a également fait le lien avec Desaguliers. Et donc, tout cela nous démontre que le livre des Constitutions était un projet porté principalement par Senex ou que d'autres éditeurs plutôt que la Grande Loge ou Anderson. Et on le voit donc sur la première page où on voit que les éditeurs sont les détenteurs des droits, donc Senex et Hooke. Et après la mort de Hooke en 1730, son entreprise et tous les droits ont été acquis par Richard Chandler, qui devait être l'un des éditeurs des constitutions de 1738. Et Anderson, comme le disait James Robert, avait été payé en tant qu'entre guillemets scribouillard mercenaire pour ses travaux sur les 2 livres de constitution. La Grande Loge n'avait aucun rôle à part l'approbation, mais évidemment cette autorisation était très importante. 5000 exemplaires du livre des constitutions ont été produits, mais d'ici le début des années 1730, les exemplaires se faisaient rares. On le voit ici, c'est une copie d'un manuscrit donc des constitutions de 1723 au musée de la franc-maçonnerie à Londres. Donc c'est une copie qui a été faite pour l'utilisation par les loges, et donc, cela fait dire qu'il était sans doute plus facile de recopier un exemplaire que de pouvoir se procurer une version imprimée. Et donc, cela nous amène à la plainte d'Anderson concernant la publication du fameux pocketbook, livre de poche de William Smith en 1735. Anderson prétendait détenir les droits du livre des constitutions, ce qui était faux. Mais en 1734,
il avait fait banqueroute, il avait été envoyé en prison, et puis il essayait de payer ses dettes. Et il est vrai que la production du livre des Constitutions de 1738 était très étroitement liée à l'effondrement total des finances d'Anderson. Il est possible qu'Anderson ait menti sur les droits du livre des Constitutions, mais qu'il ait également exagéré quant à la concurrence que posaient les Pocket Companions, donc les versions poche, car ces livres de poche avaient sans doute été produits pour un marché irlandais. Et car on voit qu'au départ, ces Pocket Companions avaient été publiés à Londres, mais ensuite on voit également que John Torbook était très impliqué dans ce projet. Torbook était quelqu'un qui avait collaboré déjà avec Ryder, Ebenezer Ryder, qui avait été impliqué dans la première édition. Et Torbook a acheté les transcriptions de ces débats à un libraire de Dublin. Et Torbook est allé à Dublin, où son partenariat avec Ryder a fait florès, et c'est là que commence vraiment l'histoire des Pocket Companions, de ces livres de poche. Alors j'espère que ce 300e anniversaire vous permettra d'échanger et de trouver de nombreuses réponses quant à cette histoire fascinante. Merci beaucoup. Thank you, Professor Prescott. Merci, professeur Prescott. La prochaine personne à s'exprimer est Suzanne Mitchell Somers, la professeure Suzanne Mitchell Somers du Collège Saint Vincent. Elle est historienne. Elle travaille entre autres actuellement sur la pensée religieuse de James Anderson, ainsi que sur l'origine de la franc-maçonnerie et d'autres histoires du XVIIIe siècle. Professeur Somers, vous avez la parole. Perfect. So this one is looking good. So just we need to click this. Computers are bad enough, but when they're doing a different language than I'm used to. Yeah. That's it. That's Yeah, it. perfect. Words should be coming up. Normalement, des mots devraient s'afficher à l'écran. Voilà, parfait. Bonjour à tous et à toutes. Merci infiniment d'être ici. Je m'excuse de m'exprimer en anglais. Et même ceux d'entre vous qui ne comprennent pas l'anglais comprendront mieux que si je m'exprimais en français. En 1720, un ricanement se faisait entendre dans toutes les rues de Londres, alors qu'un pasteur presbytérien controversé faisait l'objet de moqueries dans 2 fascicules diffamatoires, Priapeia Presbyteriana, The Presbyterian Piso, suivi rapidement par Anti-Priapeia Presbyteriana, ou une réponse à la Priapeia Presbyteriana. Dans chacun de ces fascicules, James Anderson, 1679-1739, un pasteur de l'église presbytérienne d'Écosse de St. James, est évoqué. Et dans l'un des deux, il est réprimandé comme pris en plein milieu de son sermon depuis sa chaire. Cesse tes propos hypocrites. Honte à toi. Cesse tes feintes extases et ravissements. Et ta parodie des Écritures. Cesse tes éloges délirants
et tes absurdités de comptoir. Tes récriminations, oh mon Dieu, ma conscience, cesse tes regards dédaigneux et tes larmes de crocodile, et tes prières blasphématoires interminables. Cesse tes prétentions à la grâce, tes atermoiements et ta mine affectée, ton nez pleurnicheur et ta lippe pendante, et ton fessier qui reste assis pendant la communion. Même si on ne suit pas tout le parler de l'époque, le message est clair. Anderson est un imposteur spirituel, un cabotin mélodramatique. En outre, les titres des fascicules montrent qu'il était accusé d'un crime sexuel ou tout du moins génital. Mais s'agissait-il réellement d'un hypocrite notoire affligé par la syphilis comme le prétend le fascicule? Il s'agit d'une attaque contre un homme qui, plus que quiconque à l'époque, était un représentant visible de l'église des Côtes à Londres. Les fascicules tournent en dérision Anderson, qui est qualifié du missionnaire de l'église d'Écosse à Londres, en raison de son comportement sexuel déviant, mais bien plus pour sa nationalité étrangère et l'église étrangère à laquelle il appartient. C'est un presbytérien écossais, un non-conformiste, tapi dans l'ombre de l'église de St. James, de Westminster. Une personne à qui on ne saurait faire confiance et qu'il faut craindre. Il est là, il va séduire la femme de votre voisin et son livre de constitution maçonnique se retrouvera dans toutes les loges très bientôt. Les fascicules Priapeia s'inscrivent dans un trope littéraire qui était déjà bien ancien et pas si intelligent et qui, par hasard, fait déjà partie de la vie personnelle de Anderson. En 1697, alors étudiant à Aberdeen, ce que vous voyez à l'écran, il a été convoqué pour témoigner contre William Abercrombie. C'était un passeur à l'odeur qui avait affirmé en présence d'Anderson que la façon d'être un pasteur presbytérien était de dire n'importe quoi d'un ton assuré. Je suis presbytérienne, je peux vous dire que c'est vrai. Et cette fois-ci, la situation était inversée et Anderson était à son tour accusé de débiter des âneries. Mais que disait-il au juste dans ses sermons et ses publications pour s'attirer tant de haine? Mais revenons à nos moutons. Quelles étaient les croyances religieuses de James Anderson et comment sont-elles illustrées dans ses publications, y compris le livre maçonnique des Constitutions? Je répondrai à cette question en utilisant les 3 plus importants livres de Anderson. Royal Genealogies, un livre sur les généalogies, publié en 1732, Unité en Trinité et la Trinité dans l'unité, de 1733, et la 2e édition du livre des Constitutions de 1738. Tous ces livres résultent de travail engagé au cours des décennies précédentes et sont ancrés dans l'éducation, les divers engagements intellectuels de Anderson et dans la théologie calviniste. J'affirme qu'à bien des égards, il s'agissait d'un pasteur presbytérien écossais typique ou au moins cohérent avec son temps et dans le même temps, c'est une figure à qui on ne rend pas justice du début des Lumières écossaises. Anderson a été éduqué à Aberdeen entre 1690 et 1702. Nous ne pouvons pas confirmer où il a été éduqué, mais voici une image où il a enseigné la théologie à King's College à Aberdeen. Lui-même a suivi des cours aux universités de King's College et de Marischal College. Comme dans toutes les anciennes universités écossaises, le curriculum a été actualisé grâce à des réformes éducationnelles dues à la République des lettres grandement continentale, comme Esther Miller le détaille dans ses recherches sur les liens entre les chercheurs écossais et les Pays-Bas entre 1650 et 1750. À chaque moment de son éducation et de sa carrière de pasteur, l'orthodoxie théologique d'Anderson a fait l'objet d'un examen sérieux. Il a prêté serment à la confession de foi de Westminster.
Est-ce que tout va bien? Peut-être qu'il faudra que je revienne en arrière. Ce document calviniste fondateur a été rédigé en 1646 en Angleterre et a été réaffirmé en 1690 en Écosse. Il s'agissait de la norme doctrinale de l'Église d'Écosse subordonnée à la Bible, qui évidemment était considérée infaillible. L'assimilation par Anderson de ces principes fondamentaux a nourri toutes ses publications. Le premier des 3 livres sur lesquels nous allons nous pencher s'intitule Royal Genealogies, livre sur les généalogies, l'arbre généalogique des empereurs, rois et princes d'Adam à notre époque, en 2 parties. Il s'agit d'une œuvre monumentale, 854 pages, et Anderson a mis bien plus de 7 ans pour la rédiger. Il s'agit sans doute d'une allusion à son surnom tiré de l'Ancien Testament, Jacob. Ce livre montre à quel point Anderson est un pionnier des Lumières écossaises qui sont souvent situées dans les années 1760 et 70, mais Anderson prouve qu'elles sont apparues bien avant. Le travail d'Anderson est caractéristique du travail des Lumières écossaises. Il s'agit d'une histoire complète de ce sujet. Il a recours à des conjectures les preuves ne sont pas là, et il s'appuie sur le travail de chronologistes des XVIe et XVIIe siècles afin de synchroniser les ères et les dynasties dans un tout cohérent. La chronologie s'est concentrée sur le fait de concilier les sources bibliques et séculaires afin d'établir une réelle chronologie. Mais tout cela était chargé d'implications religieuses. Anderson avait dans sa bibliothèque plusieurs livres de Joseph Scaliger, et l'œuvre Opus Novum de 1583 a provoqué des réverbations jusqu'au XVIIIe siècle. Le lien d'Anderson avec Scaliger et d'autres universitaires de l'époque se voit dans la préface de Royal Genealogies, et il remercie des propriétaires aristocratiques de plusieurs grandes bibliothèques de Londres, y compris la famille Spencer. Le projet généalogique d'Anderson a commencé par une traduction d'un index des œuvres contemporaines de Johann Hübner, un chronologiste et généalogiste allemand. Selon les propres mots de Anderson, il avait un style copieux et quelconque. Il assimilait les sources à laquelle il pouvait avoir accès. Dans la préface, il dit très précisément que son travail est une affaire en cours, un corpus de recherches qui pourront être utilisés à l'avenir pour reconstituer des histoires familiales de l'aristocratie britannique qui souhaiterait le payer grassement. Anderson se concentre sur la chronologie et sa sœur jumelle, la généalogie. Ensemble, ces deux disciplines sont la structure de l'histoire. Anderson affirme dans son travail complet qu'il s'agit d'un agrégé de l'histoire universelle et pourrait être utilisé comme un index ou un dictionnaire de l'histoire entière. Il offre un travail de convergence, un résumé qu'il offre aux étudiants et aux universitaires. Selon lui, la chronologie et la généalogie sont indispensables et sans elles, toute histoire serait déficitaire, imparfaite et mystérieuse. Anderson espérait que sa publication confirmerait son statut d'intellectuel et qu'elle se vendrait bien. Il était nécessaire qu'elle se vende bien parce qu'il était propriétaire des droits intellectuels et était responsable de tous les coûts associés à la publication. Anderson rassure les personnes qui lisent la préface qu'il a évité toutes les expressions et termes qui pourraient offenser toute nation ou famille, toute partie ou personne, et il est étranger lui-même aux controverses nationales des historiens, aux débats ecclésiastiques et religieux des théologiens, ou encore à la politique des hommes d'État. En lieu et place, Anderson promet de permettre à toutes les nations de profiter de sa propre fable en restant dans le cadre d'une chronologie
mise sur pied par l'évêque James Ussher, qui commence avec la création à environ 18h le 22 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Même si Anderson a été vendu chez de nombreux livraires, les ventes étaient décevantes. Finalement, Anderson a été reconnu par un de ses zoologistes comme étant une personne qui avait travaillé pendant 20 ans et avait offert au monde le fruit d'un dur labeur qui était d'utilité universelle. Cependant, les dépenses liées à la recherche et à la publication l'ont envoyé en prison, comme nous l'avons déjà vu pendant 3 ans. Bien piètre récompense. L'année suivant la publication de Royal Genealogies, Anderson a publié son principal travail, son œuvre religieuse, Unité dans la Trinité et Trinité dans l'unité. Il a présenté une copie, une édition de cette œuvre au Marischal College pour les remercier de lui avoir conféré un doctorat honoraire en divinité en 1731. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien la confession de Westminster, ce que je vais énoncer pourrait être utile. À l'instar des confessions protestantes, la version de Westminster croit dans la Trinité, sola scriptura et sola fide, par les Écritures seules et la foi seule. Il était également admis que le pape était l'antéchrist et que la messe catholique était une idolâtrerie et le mariage aux catholiques était interdit. De façon un peu plus controversée, cette confession exige de croire à la prédestination, à la fois pour obtenir le salut et la damnation. Dans tous les cas, la vie après la mort était éternelle. Les croyants étaient destinés au salut ou à l'élection, étaient totalement privés de la raison du péché original. Le péché n'est absolument pas lié au résultat. Peut-être que cela est un peu sévère et de nombreux contemporains d'Anderson, même dans les cercles dissidents, étaient absolument d'accord. Voilà, parfait. En 1719. Et j'ai perdu le fil. Voilà, Anderson a fait partie des débats à Salters Hall qui étaient symptomatiques de désaccords toujours plus profonds entre les non-conformistes anglais sur les principes fondamentaux de l'orthodoxie chrétienne. Ces débats se concentraient avant tout sur la croyance dans la Trinité. Était-elle justifiée par les Écritures et, le cas échéant, les ministres non conformistes avaient-ils le droit, étaient-ils obligés d'y souscrire? Les débats ont fait rage. D'après des écrits probablement apocryphes, il y avait 2 camps. Les ministres qui étaient contre leur propre persécution, qui sont montés dans la galerie, et les autres qui sont restés en bas et qui étaient en faveur de cette exigence. Et vous les voyez sur l'image se crier les uns sur les autres. Anderson est resté en bas, mais lors d'un deuxième vote, il s'est avéré qu'il était du côté des perdants, les trinitariens. Il a défendu cette doctrine pendant le reste de sa vie, y compris dans Unité dans la Trinité et dans l'édition de 1738 et le premier devoir maçonnique. Anderson a pris son temps pour réfléchir au problème des non-trinitaires. Ensuite, en 1733, il a publié Unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Cette œuvre est fastidieuse et détaillée et sert à lutter contre toute idée que quelqu'un pourrait avoir selon laquelle Anderson éprouve une quelconque sympathie contre le trinitarisme. La structure de l'œuvre suit les preuves bibliques qui sont comprises dans la confession de Westminster, mais il ne se limite pas aux Écritures. Il s'agit d'une démonstration de son érudition théologique et historique
Anderson cite toutes sortes de sources grecques, romaines, bibliques, talmudiques, des apocryphes, les pères de l'Église, même les musulmans qui traitent avec respect Jésus dans leurs enseignements. Anderson dénonce les polythéistes chrétiens abjects, des catholiques aux arianistes, aux socinianistes, les unitaristes ou encore les hommes avares, voluptueux et ambitieux, ou encore ceux qui élèvent Satan au rang de rival de Dieu. Ensuite, il calme la confiance des mathématiciens, des philosophes qui pourraient penser que la raison suffit pour trouver la vérité religieuse. Ce n'est pas le cas. Anderson affirme 2 fois le principe d'élection dans son traité, mais ne souhaite pas affirmer que seuls les chrétiens réformés seront sauvés. Il affirme les choses secrètes appartiennent à... Les voies de Dieu sont mystérieuses. Dans son œuvre, Anderson n'a pas fait preuve d'innovation, mais il n'en avait pas besoin parce que tout avait déjà été révélé et prouvé. Il s'est contenté de réitérer que l'orthodoxie était inattaquable. Anderson aborde ensuite une autre préoccupation des Lumières de l'époque, le problème des origines. Sa fascination pourrait être appliquée à tout sujet historique. Son frère Adam a écrit une histoire complète du commerce britannique et de l'Empire dès le début. Et James Anderson établit l'origine de la vraie religion. Et pour lui, il s'agit de la religion des patriarches et que des traces dégradées peuvent être trouvées dans les religions actuelles encore aujourd'hui. Selon lui, les chrétiens protestants orthodoxes sont revenus à leur croyance fondamentale de la vraie religion qui n'a pas changé depuis Noé, qui, sous la plume d'Anderson, a une ressemblance troublante avec les presbytériens de l'Église écossaise contemporaine. Anderson articule ses croyances dans 3 groupes liés entre eux en prévoyant ainsi ce qui annonçait ainsi les 3 grands articles de Noé de la Constitution de 1738. Premièrement, la croyance dans la Trinité. Et puisque la Trinité ne peut pas être comprise par la raison, la nécessité de la révélation contenue dans les Écritures comme étant une règle infaillible de la vie et de la foi. Enfin, dernier principe, l'immortalité de l'âme. Anderson affirme que les patriarches avaient ces croyances, sauf la nécessité des Écritures, puisqu'ils avaient obtenu la révélation directement de la main de Dieu. Anderson n'est pas le seul à chercher la religion originelle de l'humanité. Il partage cette même fascination avec de nombreux autres érudits du début de la modernité, ce qui est illustré dans sa librairie personnelle, sa bibliothèque personnelle. Son obsession des origines est ce qui l'a mené à se concentrer sur l'art ancien de la chronologie, comme nous l'avons déjà noté. Son éducation affirme qu'il avait les compétences astronomiques, mathématiques, philologiques, généalogiques et historiques, et même plus après un petit verre de vin, pour mener à bien ce travail. Ainsi, il s'est concentré sur la chronologie, mais il s'est bien gardé de proposer quelque chose de nouveau, et il a laissé cette tâche à Isaac Newton, même si c'était après sa mort. Cependant, Anderson a innové à un endroit, dans le livre des Constitutions. Tout a commencé en 1791. Andrew et moi-même avons cette théorie, mais ce n'est pas ni le lieu ni l'endroit pour en discuter. Anderson est le premier à avoir créé ce genre de petits manuels maçonniques imprimés, mais il a également produit tout cela à la demande de la Grande Loge. Et l'objectif, comme Desaguliers le dit,
était de digérer ce livre à partir des anciens registres et de livrer une comparaison approfondie de l'histoire et de la chronologie et de les faire concorder en tout point afin que ces nouvelles constitutions soient un compte-rendu juste et exact de la maçonnerie depuis la naissance du monde jusqu'à la maîtrise de votre grâce, tout en préservant tout ce qui était réellement ancien et authentique dans les anciens écrits. Rien dans la relation d'Anderson avec la franc-maçonnerie ou la composition du livre des compositions n'est évident. Et ce n'est à nouveau ni le lieu ni l'endroit pour essayer d'y voir plus clair. Contentons-nous de dire que lorsqu'Anderson a été forcé d'innover, les résultats étaient mitigés. Il a lié l'histoire authentique des francs-maçons depuis Adam jusqu'au présent, et cela a été au-delà des capacités de quiconque. En effet, Anderson a dû travailler avec les anciens registres, les traditions et les anciens devoirs qu'il a pu trouver, tout particulièrement le manuscrit de Cook. Il a mis à l'œuvre sa connaissance de l'histoire et de la chronologie afin de créer, de façonner un document qui entremêlait l'évolution de l'architecture à la lignée des grands maîtres de la franc-maçonnerie. Et il a espéré que tout se passerait bien. La production de Anderson en 1723 était une histoire pleine de conjectures. Et l'édition de 1738 du livre, en revanche, est tout autre. Dans cette deuxième édition, que je retrouve le fil, la partie historique passe de 10 000 mots environ à 200 000 mots. Anderson y est parvenu grâce à l'importation de tout un pan du texte de Royal Genealogies, et il a fait un bien plus grand usage d'autres preuves documentaires et a porté une plus grande attention au style et à la structure. Il ne s'est également pas privé d'enjoliver à sa guise. Parfois, en suivant ses propres idées, et parfois pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre avec le recul historique. Ironiquement, la partie historique de l'édition de 1738 constitue l'œuvre la plus célèbre et la plus influente d'un point de vue historique de Anderson. Les Lumières écossaises se concentraient particulièrement sur la théorie stadiale de l'histoire, sur la chronologie, les origines, la philologie, l'antiquarianisme, et souhaitaient remplacer les conjectures par des preuves lorsque c'était essentiel pour que le livre déroule bien. Anderson a transmis ses méthodes et ses obsessions à des millions de francs-maçons du monde entier en inscrivant tout cela dans l'ADN des Lumières écossaises et de la franc-maçonnerie anglaise. Mais je m'écarte de mon sujet. Le traitement de la religion accordé par Anderson dans la Constitution est également intéressante, mais n'a pas eu l'influence qu'il escomptait. La majorité des interprétations de la version d'Anderson du premier devoir maçonnique sur Dieu et la religion est totalement opposée à ce qu'il souhaitait dire. Anderson a été plus concis, plus prudent lorsqu'il a composé la version de 1723. Il avait une deadline à respecter et il était contrôlé. Le premier devoir oblige les frères à faire preuve de morale et n'est ni athéiste et ni anti-trinitariste. À l'époque, libertin était synonyme de libre penseur religieux, quelqu'un qui n'était pas un croyant orthodoxe. Rappelez-vous l'obsession d'Anderson pour la Trinité et la pratique orthodoxe. Dans ce devoir, il affirme que dans le périmètre et dans la dénomination
et la dénomination sont immatériels. Vous pouvez bien être un anglican, un huguenot, un presbytérien, un indépendant, un néerlandais réformé. Faites comme bon vous semble. En 1738, les libertins gagnaient du terrain et donc Anderson a été plus explicite. Dans le premier devoir, il réitère les premières injonctions contre les athéistes et les libertins, mais il introduit les 3 grands articles de Noé. Ces 3 articles ont interrogé les lecteurs depuis. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? La littérature théologique et des analyses plus récentes des textes d'Anderson regorge des 7 lois de Noé, mais Anderson est un peu plus clair. Il reprend les mêmes expressions dans la partie historique sur Zoroastre. Chaque frère a sa liberté de conscience, mais il est de son devoir de maintenir le ciment des loges et les 3 articles de Noé. De quels 3 articles s'agit-il ? Anderson vous dit dans Unité dans la Trinité que le cœur de la croyance protestante ainsi que celle des patriarches est celle de la religion originelle. La croyance dans la Trinité, la révélation telle qu'inscrite dans les Écritures saintes et dans l'immortalité de l'âme. Il n'est nul besoin d'ajouter autre chose. Merci. That's why I was waving it at you. Thank you very much. Merci beaucoup pour cet article très instructif. Et pour la dernière présentation, nous avons M. John Belton, qui a écrit un ouvrage sur l'Union maçonnique de 1830 et qui va nous parler de William Smith et de ses livres de poche de 1735. Right, the light's a bit... Très bien, je ne vois pas très bien. Mais alors, Andrew Prescott nous a parlé un petit peu de William Smith et de ses livres de poche, les Pocket Companion. Mais je vais vous en parler un peu plus en détail. Right, if you go back to the... Alors, dans les années 1730, donc les constitutions d'Anderson de 1723 avaient été épuisées. Donc, si on voulait en savoir plus sur la franc-maçonnerie, cela pouvait poser problème. Et donc, William Smith et ses fameux livres de poche, il les a publiés avec en tête un objectif bien précis. Il disait donc que ces informations n'avaient jamais été publiées en tant que telles, dans un petit volume qu'on pouvait emporter avec soi, qui rendait, et donc le fait qu'avant les informations étaient difficiles à obtenir, ou bien que les gros volumes étaient difficiles à emporter avec soi. Car, disait-il, un grand nombre de maçons, notamment les plus jeunes, souhaitent en savoir plus sur la franc-maçonnerie, mais il n'y avait pas à leur disposition ce type de document qu'ils pouvaient étudier. Et donc, ici, l'idée était de fournir une sorte d'éducation maçonnique
Et nous allons le voir, cela a vraiment été fait. Alors, c'était un sentiment, un point de vue qu'on n'avait pas encore entendu, donc c'était assez radical. Alors, qui était William Smith au juste? Eh bien, il était d'une famille de libraires de la province d'Ulster à Dublin. Et dans le livre L'Irlande et les Lumières de 1700 à 1800 est écrit la chose suivante. John Smith était associé à son cousin William Bruce de 1725 à 1738 et ils avaient un commerce de livres à succès. Ils vendaient des livres français et néerlandais. L'oncle de John, William Smith, allait en Hollande pour acheter des livres pour la librairie à Dublin, dans le quartier de Blind Quay. Donc cela répond en partie à certaines des questions d'Andrew. Donc, en effet, William Smith avait des liens avec les libraires à Dublin, mais sans doute aussi à Londres. William était libraire, il traversait régulièrement la mer du Nord, et lorsqu'il rentrait à Dublin avec ses livres, eh bien, il devait forcément passer par l'Angleterre, mais nous y reviendrons. Ce nom, William Smith, revient souvent, notamment en 1736 avec le livre Book M ou la maçonnerie triomphante. Mais la première partie de ces livres de poche a été publiée à la fin de l'année 1734. Et en fait, cette première partie était un livre de chansons. Et ensuite, il y avait une liste de loges. Et la dernière loge à être ajoutée était en novembre 1734. Donc, le livre a dû être publié après cette date. Et au début de l'année 1735, les livres de poche avaient été tous publiés. Le 24 février 1735, nous voyons dans les comptes rendus que Canderson était très en colère et a donc pris la parole pour dire que William Smith, qui prétendait être maçon, avait, sans son consentement, plagié une grande partie des constitutions. Et Anderson a déclaré que ces constitutions lui appartenaient. Alors, comment faire pour avancer dans les... Très bien. Alors, je vais continuer. Et il a donc été décidé et ordonné que tous les maîtres et surveillants présents allaient tout faire pour décourager l'achat de ce document. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que ce que William Smith souhaitait, c'était qu'on lui commande une nouvelle version des constitutions. Mais malheureusement, c'est Anderson qui s'est emparé du sujet. Et cela n'a pas abouti. Et il y a eu ensuite
donc la réédition de ce livre de poche à Dublin par Ryder. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Smith proposait avec ce livre de poche. Il y avait plusieurs éléments intéressants. Alors, il y avait une histoire traditionnelle qui n'était pas du tout fondée sur le style d'Anderson, mais vraiment sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Et donc, on s'écarte du style très formel d'Anderson, qui n'est pas du tout facile à lire, alors que le livre de poche, si. Et donc, il revient sur l'histoire, et ensuite, il passe aux devoirs, réglementation, et ensuite, il y a d'autres éléments. Et je vais revenir sur un de ces aspects parce que c'est un peu une découverte. Par exemple, il a mis en place des prologues et des épilogues dans ses livres de poche. C'était la mise en avant des valeurs maçonniques assez particuliers. Et donc, je vais vous en lire un. Et peut-être l'avez-vous déjà entendu, mais faites comme si vous ne l'aviez jamais entendu. Alors, femme aussi belle soit-elle, n'ont jamais pu découvrir les secrets des maçons, malgré tous leurs efforts. Et il m'a semblé que tous les maçons portaient forcément une haine des femmes. Et j'ai été effrayée d'apprendre que mon mari comptait rejoindre la frérie. Et je l'ai supplié d'abandonner. Je l'ai supplié à genoux tout en m'arrachant les cheveux. Mais lorsqu'il rentra, je l'ai trouvé changé. Mais il est devenu finalement un homme meilleur, plus jeune, ses joues étaient roses, ses yeux lumineux, tel un jeune marié. Alors, l'interprète vous a proposé une version paraphrasée. Alors, c'était tout à fait dans le style du XVIIIe siècle, bien sûr. Alors, ce livre de poche comportait de nombreux autres éléments. Et ce style était assez oratoire, finalement, ne ressemblait pas du tout à la plume d'Anderson. Et ces livres de poche, enfin l'histoire des livres de poche continue, évidemment. Un autre a été publié en 1752 par Jonathan Scott et John Entick, qui ont cherché à faire exactement la même chose. Un livre de poche en 1752. Anderson était mort, évidemment. Il fallait trouver autre chose. Et donc, le terrain avait été préparé. Et donc, dans la communication trimestrielle, il y a une proposition de Jonathan Scott qui expliquait que les livres des constitutions de l'édition 1738 avaient été épuisés et qu'un libraire menaçait
de le réimprimer sans les modifications, les adjonctions qui seraient nécessaires. Et donc, Jonathan Scott a fait cette proposition à la Grande Loge qu'il a acceptée. Donc, il a obtenu ce contrat. Et ce qui est intéressant, donc si on revient à ces livres de poche, c'est vraiment leur contenu. Car quand on s'intéresse à leur histoire, eh bien, on voit qu'ils ont qu'ils ont cherché vraiment à ajouter plusieurs choses. Par exemple, une lettre du roi Salomon à Hiram sur la construction du temple de Jérusalem, qu'il fallait des pierres, du bois qui venaient du Liban pour construire le temple. Et donc, Salomon demande à Hiram, que souhaitez-vous en échange? Et Hiram demande de l'huile d'olive et d'autres produits. Et ensuite, il trouve un accord. Et donc, cet échange est inclus, entre guillemets, donc on voit que c'est un extrait cité. Et je vais vous montrer une image. Et donc, sur Google, j'ai fait des recherches quant à cette phrase. Et en fait, elle vient de Flavius Joseph. Et on a tendance à penser que le rite maçonnique vient de la Bible, et donc on a tendance à chercher dans la Bible. Mais en fait, très souvent, il y avait d'autres sources. Donc, une histoire des Juifs de l'année 300, par exemple. Il y a d'autres sources. Et puis, quant au temple de Jérusalem, il y a... Donc, c'est vraiment Flavius Joseph, le livre 12. Et donc, il faut vraiment nous intéresser aux origines. Les livres de poche de William Smith ont eu une vie longue et variée. Elles ont été imprimées en Irlande. Elles ont continué à être imprimées en Irlande 17 fois. Et la version de Jonathan Scott de 1752 a été adoptée en Écosse, donc imprimée 2 fois. Et donc l'édition Smith a été imprimée 2 fois et l'édition Scott 10 fois ou 20 fois. La Grande Loge d'Écosse n'a imprimé ses constitutions qu'en 1839. Donc, c'est un temps particulièrement long, des années 1750 à 1839. Et pendant tout ce temps, c'est les livres de poche qui ont été utilisés. Et donc, tous ces différents éléments. Et donc, il y a eu la persécution des francs-maçons en Allemagne, aux Pays-Bas, les problèmes avec l'Église en Écosse. Et donc, ces livres de poche étaient vraiment très utiles aux frères ordinaires. Et j'ai été obligée, donc dans ma réflexion, bien sûr, à consulter plusieurs types de documents. Et je me suis intéressée à Lyman Raison. Et j'ai consulté la version de 1756. Laurence Dermott a dit que l'Arche royale est au
cœur de la maçonnerie. Vous avez sans doute entendu cette phrase. Je suis certain qu'il était convaincu. Mais très souvent, cette citation est prise hors contexte. Et ce qui est oublié souvent, c'est une phrase de Dermot selon laquelle ceux qui estiment qui sont maçons de l'Arche royale, mais qui ne le sont pas vraiment, eh bien, ne devraient pas être considérés comme tels. Et donc, en 1756, Dermot et les anciens savaient qu'il y avait un problème quant à l'Arche royale. Mais les frères, les frères la souhaitaient. Alors, je me suis intéressée à toutes les éditions de Lyman Raison jusqu'à l'année 1800. Et là, on arrive à une phase différente, le grand chapitre des anciens, une série de règles. Alors, l'article 3, qui donc explique les exigences pour devenir maçon de l'Arche royale. Et donc, il y avait un certificat où donc il fallait démontrer que le candidat était passé par tous les grades, qu'il était et qu'il était recommandable pour rejoindre le chapitre. Et donc, tout à coup, on voit que une exigence particulière qui existait auparavant a disparu. Et il y a un autre aspect, et c'est une question que j'ai pour Madame Somers. Lorsque je me suis intéressée à Lyman Raison, en 1756, pour le premier devoir sur Dieu et la religion, c'est la Constitution de 1738 qui a été retenue. Donc, Spratt a utilisé cette version. Alors, pourquoi Spratt a-t-il choisi de choisir celle-là? Je pense qu'il y avait sans doute une vraie raison. Car, comme je me suis intéressée à Lyman Raison, je vois qu'Anderson, dans pour le premier devoir, c'est la version de 1738. Quand Scott a réimprimé le livre de poche, eh bien, ils sont revenus à la version de 1723, Scott et Entick. Donc, cette version antérieure. Et c'est celle qui a été acceptée par la Grande Loge à Londres, par les maçons écossais. Mais si l'on revient à Lyman Raison, les anciens n'acceptaient que la version de 1738. Et si on s'intéresse à l'Irlande, l'Irlande acceptait la version de 1738. Et je ne comprends pas pourquoi. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'était religieux, social? Était-ce lié à la Réformation? Je ne sais pas. Mais il y a ces différences, d'une part, entre les Anglais, les Écossais
et les anciens qui peut-être étaient moins conformistes. Je ne sais pas, vraiment, je n'ai pas la réponse. Mais c'est une question intrigante. Et donc, j'en ai parlé avec Madame Somers, qui vous en reparlera. Et il y a une autre découverte dont je voulais vous parler. Lorsque je me suis intéressée au livre de poche de 1735, eh bien, je l'ai lu, j'en ai lu une grande partie, et bon, je l'avais déjà lu, évidemment, une dizaine de fois, et j'ai noté qu'il y avait un devoir envers les frères nouvellement admis. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais donc il y est dit, vous avez été admis à cette institution noble, ancienne, honorable, qui existe depuis extrêmement longtemps. Et on demande aux membres de respecter Dieu, à respecter son prochain et à respecter les autres membres. Alors, et cela m'a rappelé en fait ma propre initiation en 1980. Ces valeurs et les façons dont elles ont été transmises, eh bien rien de tout cela n'a changé. Et je crois que j'ai découvert le premier exemple de prose oratoire. Et avant, il n'y avait que du catéchisme, mais ici, nous avons vraiment un exemple d'oratoire. Et mon frère, un de mes frères a dit, c'est exactement comme ça que cela s'est passé lors de mon initiation. Et donc, ces livres de poche entre 1735 et les années 1770 et au début des années 1800 en Écosse sont extrêmement intéressants. Et c'est une source extrêmement riche. Et il faut aussi remercier Google, où il y a une grande richesse d'informations. Je vous recommande vraiment de consulter ces livres de poche. Merci beaucoup. Merci beaucoup au professeur. Nous avons quelques minutes pour des questions. Alors, quelques points d'intendance. Alors, ce soir, nous nous retrouverons au restaurant en haut du bâtiment, au 7e étage. Et nous aurons une très belle vue, nous passerons une très belle soirée. Le musée sera ouvert, donc vous y êtes les bienvenus. Mais le cocktail n'a pas lieu au musée. Au musée, vous n'aurez que de l'eau. Alors n'hésitez pas à faire passer le message afin qu'ils sachent qu'il faut monter à l'étage pour le cocktail. Il y a une très belle exposition au musée. Alors, certains d'entre vous avaient connu John Accurso, et dans la salle 3, certains d'entre nous allons nous retrouver pour entendre un article sur lui. Donc, lorsque la séance sera levée. Et donc, ce sera l'occasion de nous réunir à la mémoire de quelqu'un d'assez extraordinaire et sa contribution à la maçonnerie et à la recherche. Et donc, c'est un article qui sera présenté après cette séance. Donc,
s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre ce soir. Donc officiellement, ça commence à 19 h, mais tout sera servi dès 18 h. Et nous avons également quelques cadeaux. Y a-t-il des questions? Oui, j'aurais une question pour Andrew, mais peut-être aussi un peu pour Susan. Andrew nous a parlé du premier livre des Constitutions. C'est une histoire très intéressante car c'est le début de l'histoire. Et Suzanne nous a parlé de 1723, de la version de 1723, et puis de la version de 1738. Mais il y a également quelque chose entre les deux, pas en Angleterre, mais en France, car nous savons qu'un manuscrit français a été écrit en 1735, qui n'a jamais été imprimé, car il était pour l'usage privé des loges françaises, écrit par, ou au moins sous l'égide d'Hector Maclean, qui à l'époque était grand maître en France. Et dans cette première version française de ces constitutions, il y a une petite modification du premier devoir où le rite, ou dans le texte français, il est question de la religion chrétienne. Et donc cette modification a suscité un débat, parfois assez enflammé, parmi les historiens français maçonniques. Certains estiment que c'était une altération délibérée du texte d'Anderson pour contredire l'esprit, entre guillemets, trop libéral du premier devoir. Mais je ne pense pas qu'Anderson ait été, entre guillemets, libéral. Et d'autres pensent que c'était une traduction juste de Maclean parce que pour lui et ses proches, cette religion était bien sûr celle dont il était question plus tard dans le texte. Et je me souviens d'un article publié par Eric Ward dans les années 1960 sur Anderson et la maçonnerie. Et donc, selon vous, cette traduction de Maclean était-elle juste ou pas? C'est difficile de juger de la traduction et de sa justesse. Mais vous savez que vous vous êtes penché sur quelque chose avant la pandémie, puis les souvenirs vous reviennent petit à petit. Et avant la pandémie, je me suis penchée sur ce manuscrit très précisément de Maclean. Et donc vous avez tout à fait raison. Et vous soulevez un autre point fort intéressant. Nous devrions évoquer cette question dans le contexte européen et pas seulement britannique. La première impression allemande, édition allemande des Constitutions, adopte la version de 1738, y compris le Novocadoy. Mais la version irlandaise ne l'inclut pas et modifie même l'histoire de 1717. Donc, il y a beaucoup à dire et à étudier. Le micro ne fonctionne pas et l'interprète n'entend pas l'original. Très bien, merveilleux. J'ai constaté un changement similaire, mais j'oublie que si c'est dans le livre de poche ou l'autre, à la fin du XVIIIe siècle, une publication à Belfast, une loge protestante, qui a donc adopté une approche protestante.
Et donc, c'est une autre version de ce premier devoir. Et je me suis un peu perdue avec toutes les questions. Oui, je suis supposée donner une réponse, je crois. Donc, je ne sais pas. Deux perspectives, deux approches. D'une part, dès le début, la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie des Grandes Loges et de l'autre, le Livre des Constitutions, sont toutes deux intrinsèquement politiques, qu'on veuille le reconnaître ou non. Et ce qui est dit sur la religion au XVIIe et XVIIIe siècle est également une déclaration politique de la part d'Anderson, tout autant qu'une profession de foi. Est-ce que c'était un hasard? Est-ce qu'il voulait faire preuve de sa chrétienté? Je ne sais pas. Il faudrait que je lise moi-même le document auquel vous faites référence. Mais je ne pense pas que tout cela n'ait aucun sens. En tout cas, je pense qu'il y a un certain sens à tout cela. Mais je ne sais pas quel est ce sens, par contre. D'autres questions? On a encore le temps d'en prendre une avant de faire une pause. Si non, remercions nos orateurs et oratrices de toutes ces merveilleuses découvertes et nous nous retrouvons à 16h dans cette salle et dans les deux autres temples et salles où des conférences se déroulent également. Puis les personnes qui veulent visiter le musée 18h et le cocktail à 19h. Merci beaucoup.